Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Edon, je suis manager planning et stratégie d'inventaire pour Stem Cell Technologies et on va vous présenter ce qu'on a fait avec Demand Driven. Donc rapidement aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de l'entreprise et ensuite de Demand Driven avec les différentes étapes qu'on a eues, donc DDMRP en 2013-14, DDOM en 2018 et DDSNOP en 2019. Donc tout d'abord rapidement à propos de Stem Cell, donc ça a été fondé par notre PDG actuel qui est toujours le docteur Alan Eaves et grâce à ça nous sommes dans une entreprise familiale, ça nous permet de prendre des décisions rapidement et de rester ancrés dans nos valeurs clés qui étaient de tout focaliser sur la science et la recherche et du coup de mettre tous les bénéfices de l'entreprise en R&D. Donc les produits qui sont faits à Stem Cell sont faits pour les laboratoires de recherche en biologie, donc principalement pour les recherches contre le cancer, également le Covid plus récemment, l'Alzheimer et beaucoup d'autres maladies. Et Stem Cell est à la base une entreprise canadienne, on a toujours le siège social et la production qui sont faites à Vancouver au Canada. Et petit à petit, en grossissant, donc on est une entreprise qui a 30 ans, et on s'est élargi d'abord aux US parce qu'on est voisins, ensuite en Europe et en Asie sur les 10 dernières années. Donc pourquoi on a voulu travailler avec la méthodologie Demand Driven? Tout d'abord parce qu'on a une contrainte qui est superbe à avoir, c'est qu'on a une très forte croissance. Sur les 20 dernières années, on a une croissance à deux chiffres qui oscille entre 18 et 22% année sur année. Donc voilà, tous les 3-4 ans, l'entreprise double et du coup, il faut un système qui puisse suivre rapidement. En plus de ça, comme vous l'avez vu, on essaie de remettre beaucoup en R&D, ce qui fait que le catalogue grossit. Et enfin, comme on vient de le voir dans la slide précédente, le réseau logistique grandit également, avec de plus en plus de centres de distribution et de distributeurs à gérer. Et voilà, et du coup, il nous faut aller à un système robuste pour gérer tous ces points de stockage. Donc un schéma logistique de l'entreprise rapidement et du coup des DMRP, on a commencé en 2013-14 et l'idée ça a été de se dire on veut pas faire un big bang et partir sur tout. Donc on a d'abord voulu se concentrer sur ce qui touchait l'extérieur de l'entreprise. Donc là, comme on peut le voir, ça a été la mise sous contrôle de tout ce qui était approvisionnement. Dans une deuxième étape, ça a été une mise sous contrôle de tout ce qui était centre de distribution. Et enfin, une fois que tout ce qui était extérieur à l'entreprise était bien maîtrisé, on s'est concentré sur ce qui se passait chez nous en prod, en explosant toutes les nomenclatures qui sont d'environ 6 à 8 niveaux, pour être sûr que tout était bien fait. Après 1 ou 2 années, on a eu de très bons résultats, l'OTD est rapidement monté, mais on a aussi trouvé les limites du système qu'on avait, système qui est toujours R+ de DigiTech. Et les contraintes qu'on avait qui ne pouvaient pas et qui peuvent toujours pas être gérées dans le software en lui-même, ça a été la gestion des dates de péremption et des fenêtres de tir dans lesquelles on peut vendre le produit. Et donc il a fallu créer une interface entre notre ERP et R+, pour être capable de se donner les signaux dont on a besoin pour planifier des lots frais qui vont arriver avant que le lot actuel passe à sa date limite de vente ou de péremption. Ensuite, comme on l'a dit, avec DDMRP, on a vraiment pu améliorer notre OTD. Et quand on est arrivé aux alentours de 95%, sachant qu'on promet une livraison, si vous passez une commande à StemCell aujourd'hui, elle est censée être expédiée le lendemain. Et donc, on était capable de respecter cet engagement plus de 95% du temps. Et quand on a regardé sur les 5 derniers pourcents du temps, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on savait et qu'on aurait pu anticiper, mais qu'on ne voyait pas parce qu'on s'était dans différents systèmes. Donc, nous, on a notre CRM qui est Salesforce, qu'on a connecté à R+, pour qu'on puisse voir quelles sont les grosses demandes qui arrivent, qui ne sont pas encore dans le système, qu'on veut potentiellement anticiper. Et enfin, on a créé des outils de business intelligence pour réaffiner les alertes et aussi signaler à chaque planeur quelles sont les parts où on devrait revoir le profil de buffer.
On va passer rapidement là-dessus, simplement pour se donner un ordre d'idée. Donc à StemCell, on gère presque 3000 matières premières, 1400 semi-finis et plus de 4000 produits finis vendables, et ce dans 3 différentes instances de R+, une par continent et par time zone. Et ce qui fait qu'on a plus de 60 000 couples références qu'on met à jour dans R+, toutes les 4 heures pour avoir un système qui est proche d'être live. Ensuite, donc pour le thème d'aujourd'hui sur vraiment DDoM, après avoir fait tout ça, on avait un planning très fort, des très bons résultats, et on s'est rendu compte qu'on voulait travailler plus proche avec la partie vraiment ordonnancement production, car à l'époque, on avait des planeurs qui allaient nous parler en pourcentage de buffer, par exemple, et des ordonnanceurs qui allaient nous parler en date d'OF. Et du coup, le système de prioritisation était très basé sur Excel et sur de multiples réunions qu'on a voulu améliorer. Donc, si on prend un exemple simple, on a d'abord commencé par identifier tous les flux de l'entreprise et pour chaque flux de l'entreprise, dire quels sont les produits qui passent dessus et essayer d'en déterminer la capacité. Une fois qu'on avait la capacité de chaque pôle ou de chaque machine ou personne, on a pu, sur une base de théorie des contraintes, identifier le goulot d'étranglement pour chaque flux. Et enfin, ici, pour chaque contrainte, on s'est penché sur le fait qu'il fallait absolument mettre un buffer de temps devant. Donc là, on peut voir qu'on a des buffers de stock à gauche et à droite pour les matières premières et les produits finis. Et ensuite, on voulait mettre un buffer de temps qui nous assure qu'on a au moins X heures de travail ou X jours de travail devant notre contrainte, ce qui fait que si jamais quelque chose se passe mal avant ou après, la contrainte, notre goulot, tournera à 100%. Parce que l'idée, c'est que si quelque chose n'est pas notre goulot, il y a une capacité en plus qui peut être utilisée pour rattraper. Donc, si une des étapes qu'on voit après prend du retard pour une maintenance ou je ne sais quoi, c'est pas grave, elle va accumuler une pile de travail devant elle, mais elle va pouvoir rattraper parce que par définition, elle va plus vite que le goulot, alors qu'une minute de perdu sur le goulot, c'est une minute de perdu sur la chaîne entière. Une fois que ça a été fait, on a aussi placé des buffers de temps sur chaque contrainte, mais également sur chaque ressource qui sont clés pour nous. Donc, par exemple, on a des pôles où se rejoignent plusieurs flux, comme par exemple toute la partie étiquetage. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va avoir une forte visibilité. Donc, il y a un buffer de temps et un tableau de bord. Donc, si on prend l'exemple là, on peut voir qu'on a une contrainte et que DBR va faire un ordonnancement de manière à ce que la contrainte tourne à 100% en assumant que le reste peut suivre. Et en plus de ça, dans DBR, on va être capable de pouvoir paramétrer quel est le calendrier de notre contrainte, donc elle tourne exactement de quelle heure à quelle heure, et la taille du buffer de temps qu'on veut qu'on ait devant. Par exemple, je sais pas, si 8 heures, on veut soit 8 heures de travail devant, une journée de travail devant, etc. Une fois que tout a été fait, on va passer sur la partie ordonnancement. Donc là, 2 exemples. Ce qu'on peut voir sur la gauche, c'est qu'on va avoir une vue plus pour l'ordonnanceur qui va faire une relâche d'OF par rapport à une priorité qui est dérivée d'R+, et qui est dérivée du statut de stock. Et ce qui est très bien et ce qui nous aide beaucoup, c'est que cette priorité, elle est dynamique aussi. C'est-à-dire que nous, pour StemCell, c'est une fois par jour, on va mettre à jour les priorités. Donc si on est dans le vert aujourd'hui, mais qu'on a un énorme spike in demand et qu'on passe de vert à rouge tout de suite sans même passer par le jaune, quelque chose 24 heures plus tard, la priorité de cette OF sera très forte et il sera probablement relâché dans les premiers. Ou s'il est déjà relâché, là où il se trouve actuellement dans le flux, il va remonter sur la pile des priorités et sera attaqué d'abord. Et d'un point de vue plus managérial, pour un responsable de prod, un responsable de site ou des profils comme cela, on peut voir pour tout notre système, donc pour toute notre source, le taux de charge. Donc là, en pointillé en rouge, on voit qu'est-ce que c'est que 100% de capacité ou 100% de charge. Et on peut voir quelles ressources est en surcharge et lesquelles ne sont pas en surcharge. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de dire, est-ce qu'on a des personnes formées dans des pôles non surchargés qu'on peut passer en pôle surchargé
la semaine prochaine? Est-ce qu'on veut bosser un samedi? Est-ce qu'on veut prendre des intérimaires pour X jours semaine? Hem, donc voilà, donc c'est quelque chose qui nous aide, énormément. Et enfin, il y a cette idée de que DBR, c'est dans le cloud, qu'on y a tous accès et que soudainement, voilà, on n'a plus besoin de 10 feuilles Excel ou de 2 réunions pour comprendre ce qui se passe. N'importe qui peut aller checker n'importe quel OF ou n'importe quel taux de charge de n'importe quelle ressource, n'importe quand, sans avoir à demander une autorisation ou des accès à qui que ce soit. Et ce qui nous change beaucoup, c'est qu'avant, hem, on avait des on avait chaque pôle qui travaillait en silo, qui avait une méthode pour prioriser leur OF différemment et c'est ce pourquoi on avait besoin de beaucoup de réunions et de beaucoup d'Excel pour réaligner tout le monde constamment. Alors que maintenant, on peut voir là, on a un petit point de 5-10 minutes rapidement qui arrive tous les jours, où ça, c'est une Google Spreadsheet qui est nourrie de DBR, qui va juste nous dire à chaque ressource combien j'ai d'OF et combien d'entre eux sont en retard. Et après, la même chose en heures de travail. Et grâce à ça, on va rapidement pouvoir se dire quelle ressource, quelle ressource a besoin d'aide, où est-ce qu'il nous faut un intérimaire, qui est-ce qui peut aider telle ou telle personne, quel OF est urgent et bloqué pour je ne sais quelle raison. Et voilà. Et donc en 5 ou 10 minutes par jour, on va réaligner tout le monde. Sur les photos qu'on voit en bas, on peut voir qu'on a des personnes de planning, de contrôle qualité, d'assurance qualité et de prod. Donc tous les pôles sont représentés et chacun va pouvoir parler de sa ressource, comment ça se passe et être sûr que nos indicateurs soient dans le vert. Donc qu'est-ce qui s'est passé après le go live de DBR+? Donc on a fait un point en 30 jours. Ce qui nous a bien aidé grâce à ça, c'est justement qu'on s'est vraiment rendu compte, ou en tout cas que des chiffres nous ont prouvé que le goulot de stem cell à l'époque, c'était l'assurance qualité, ce qui est pas du tout ce qu'on veut, parce que l'assurance qualité, c'est des jobs qui se font que en bureau. Donc là, le goulot, il est entre guillemets «facile» à enlever parce qu'on a juste à embaucher 1 ou 2 personnes et c'est ce qui s'est passé et grâce à ça, on a pu déplacer notre goulot, dans les salles blanches et où là, bah, lever le goulot, ça veut dire des millions d'investissements dans des machines, dans des salles blanches et dans des formations. Hem, voilà, donc maintenant on maintient notre goulot là où on veut qu'il soit. Sur l'assurance qualité, on a réadapté la capacité et ce qui est important, c'est que là, tous les produits ont une relâche en stock par l'assurance qualité. Donc améliorer l'assurance qualité, c'était améliorer le lead time de tous les produits et rien qu'avec ça, on a trouvé 4 jours. Hem, à 30 jours après DBR+, on a bien vu que l'ordonnancement, il était juste, mais seulement à la semaine. Au niveau de la journée, on n'y était pas du tout. Mais en tout cas, on avait un système qui était stable à la semaine et qui avait juste besoin d'être réaffiné. Hem Et donc je crois 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on a fait un nouveau point et les problèmes étaient résolus. Donc on avait des tâches qui étaient juste au niveau de la journée, l'allocution des ressources qui était un problème est maintenant devenue une étape, dans le mode opératoire ou dans le de l'OF, pour les chefs d'équipe et donc maintenant c'est visible dans DBR et il y a un temps alloué pour chaque OF et surtout grâce au fait qu'on n'avait plus besoin de tous ces Excel, de toutes ces réunions pour s'aligner et dire: «Qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on produit la semaine prochaine?» On a pu réduire drastiquement ces horizons figés de 14 jours à 3 jours. Donc maintenant, si quelque chose d'urgent arrive et qu'on a un spike in demand, on sait qu'on peut lancer la prod plus ou moins à la fin de la semaine ou début de semaine d'après si besoin et pas attendre 15 jours. Et donc si on modélise tout ça, donc là sur un exemple d'un part avec 60 jours, hem avec l'assurance qualité, le fait qu'on ait pu prouver par chiffre que c'était le goulot, avoir le droit d'embaucher, on a pu gagner 4 jours et donc hem, 7 de nos buffers et ensuite avec, les horizons figés qu'on a pu diminuer, on au total, 3 à 6 mois après le lancement de DBR, on a pu, réduire tous les lead time, des produits passant en prod et avoir des économies de presque 25 sur ces stocks-là.
Maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qui se passe? On veut faire des mesures, donc maintenant on a des tableaux de bord et des indicateurs qui sont clairs, qui sont tous demand driven, autant sur le planning que sur la prod, l'assurance qualité, enfin bref, sur toute la chaîne. Et du coup, d'après R+, on peut voir est-ce qu'on a planifié correctement? Donc, est-ce qu'on a planifié dès qu'on est tombé dans le jaune ou dans le rouge? Ou est-ce qu'on a attendu plusieurs jours? Est-ce que notre modèle, est-ce que la façon dont on a modélisé nos flux est correcte? Dans DBR, on va pouvoir voir est-ce que les différentes étapes donc de production, de contrôle qualité, d'assurance qualité sont faites dans les temps, mais surtout par priorité. Donc, on fonctionne moins sur de la date, mais plus sur une priorité qui est dérivée de nos buffers R+. Et grâce à ça, on va voir ensuite, est-ce qu'on a pu entrer les commandes clients jour J? Et si oui, on sait qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs d'OTD qui est de 95%. Donc 95% des commandes sont expédiées le lendemain de leur réception. La dernière étape de Demand Driven chez StemCell, ça a été SNOP qu'on a mis, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc l'idée, c'est d'utiliser la meilleure prévision qu'on a. Donc soit c'est simplement un chiffre d'affaires, on va faire 50 millions ce mois-ci, ou une prévision par gamme de produits ou produits. Selon ce qu'on a, on va échelonner si besoin l'ADU ou CMJ pour les articles. On va charger cette future demande dans le module APM, donc Advanced Planning Module de R+, qui va nous aider à regarder dans le futur quand est-ce que chaque produit va être demandé. Donc, on va avoir la date du ou des prochains OF de chaque produit et la quantité demandée. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir charger dans DBR+, ou même dans le module APM si on charge nos gammes de prod dans le module APM. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est que ça va nous donner un plan de charge par ressource ou service. Et donc, le but pour nous, c'est de voir où ça pète et de se dire, par rapport à ce SNOP, on peut voir qu'en novembre, la partie étiquetage va être en surcharge. Donc, on sait qu'entre maintenant et novembre, il faut soit embaucher, soit investir dans une machine ou de la place. Et donc, c'est ça où on va connecter SNOP et finance pour faire les budgets et prévoir les embauches et les investissements. Et pour finir, la dernière chose qui est nouveau à StemCell, c'est qu'on a créé un service d'analyse supply chain, et donc qui fait toute la partie analytics, donc avec les tableaux de bord qu'on a vus précédemment, et aussi une segmentation de l'entreprise en plusieurs business units pour savoir combien on stocke pour chacune de ces entreprises, combien de fois on arrive à avoir des rotations d'inventaire, combien on jette, auditer les systèmes et documenter pourquoi on garde autant et avoir les projets d'amélioration qui vont avec. Donc pour finir, ce qui s'est vraiment passé avec Demand Driven, autant R+, que DBR+, que la composition du tout, donc un DDOM complet, ça a été une forte amélioration de l'OTD, une valeur de stock qui est maîtrisée mais surtout comprise, une diminution des rebuts, donc parce que puisque vous avez vu on a plus de 4000 produits finis, tous les produits qui sont en fin de vie, puisque les ventes vont décroître, l'ADU ou CMJ va décroître et nos buffers également, ce qui fait qu'on va avoir moins de rebuts parce le système voit que les produits sont de moins en moins populaires pour ceux qui le sont. Ensuite, on trouve qu'on a un système beaucoup plus flexible et je vais en parler juste après pour conclure. Et enfin, on a une gestion matricielle et transversale de nos investissements et de nos stratégies supply chain. À propos de flexibilité, et je terminerai là-dessus, on a les deux dernières gifles qu'on s'est prises, ça a été Covid comme pour tout le monde, mais aussi Brexit pour nous, où on avait notre centre de distribution européen était et est toujours en France, mais puisqu'on a des produits qui doivent être transportés à -20 ou -80 degrés, on sait que nous, notre temps de shipping, il peut se faire que par les airs et ça peut être que 24 heures ou 48 heures maximum. Et avec le Brexit, on savait que c'était pas possible. Ce qui a été super, ça a été de se rendre compte que d'un point de vue planning, on pouvait créer un centre de distribution en 24 heures, ou en tout cas une nouvelle location, en splittant l'ADE ou la CMJ qui allait automatiquement réduire les stocks d'un côté, augmenter le stock de l'autre, pour les bons articles dans les bonnes quantités, plutôt qu'avoir des planeurs qui revoient 4000 articles à la main pour dire lesquels on stocke, lesquels on stocke pas.
Voilà, c'était ma présentation aujourd'hui. J'espère que c'était très clair et maintenant je peux répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.